Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre un colloque sur l'apprentissage, un colloque organisé la semaine dernière par la délégation sénatoriale aux entreprises. L'objectif bien sûr est de relancer l'apprentissage, une urgence pour les entreprises et pour l'emploi, car malgré tous les dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement, l'apprentissage recule en France, moins 8% en 2013, moins 3% en 2014. Et c'est un véritable défi pour le pays qui compte 25% de jeunes au chômage contre 7% par exemple en Allemagne. Alors concrètement, comment relancer l'apprentissage en France? On écoute les témoignages des premiers concernés, les apprentis et les chefs d'entreprise. Nous allons donc poursuivre nos travaux. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette deuxième table ronde. Donc après avoir entendu avec énormément d'intérêt les intervenants de ce matin, plutôt institutionnels, nous allons passer maintenant aux acteurs de terrain, puisque eux vivent cette question au jour le jour. Nous les avons beaucoup rencontrés dans les territoires et je remercie ceux qui ont bien voulu être là aujourd'hui pour apporter justement leur témoignage. Je vous demanderai d'avoir une intervention de 5 minutes pour pouvoir laisser le temps à quelques questions, puisque le président Larcher devrait nous rejoindre vers midi pour clôturer cette matinée. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Jean-Marc Barky, qui est président directeur général de Siloc à Sallaumines. Nous l'avons rencontré lors de notre déplacement dans le Pas-de-Calais. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et la formulation de colle industrielle. Vous avez récemment conduit une délégation de jeunes entrepreneurs français au G20 à Istanbul. Et puis, vous pourriez partager, bien entendu, l'expérience de Siloc en matière d'apprentissage. Donc, je vais vous laisser tout de suite la parole pour votre intervention. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonjour. Effectivement, Siloc, c'est une PME, une entreprise industrielle qui est située à Sallaumines, près de Lens. Ceux qui ne connaissent pas Lens, c'est là où il y a le musée, le deuxième Louvre, on va l'appeler comme ça, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter parce qu'il est magnifique. En termes d'architecture, c'est superbe. Nous sommes 25 salariés. La particularité de cette entreprise, et qui correspond en général à ce que son dirigeant souhaite en faire, il se trouve que je suis et dirigeant et cofondateur de l'entreprise, c'est de donner la place aux jeunes et surtout de systématiquement avoir une vision sur le long terme, pour pouvoir imaginer que quand les plus anciens partent à la retraite, il y a déjà la relève assurée. Donc il faut avoir une culture dans l'entreprise, et je vais faire une transition immédiate. Quand on parle d'alternance, finalement, on parle ni plus ni moins que de formation. Et la formation, c'est ce que nous transmettons à nos collaborateurs toute l'année, au fil des jours, au fil du temps. Et la formation, elle n'est pas que dans l'entreprise, elle est dans l'entreprise, elle est autour de l'entreprise, elle est dans l'environnement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une approche globale et pas une approche sectorisée, verticale, et en particulier qu'une approche considérée pour l'éducation. Et à ce sujet, il se trouve que nous avons, alors j'ai entendu parler du problème des femmes tout à l'heure. Madame la Présidente, je suis désolé ou très honoré de vous dire que nous avons 50% de femmes dans notre entreprise. Pour l'anecdote, dans l'industrie, il n'y en a que 8% habituellement. Donc on bat les records, mais ça doit être mon côté méditerranéen qui fait que finalement, je me sens mieux entouré par les femmes. Alors, je ne pouvais pas l'éviter, sinon on me l'aurait sorti. Donc plus sérieusement, c'est surtout parce qu'il y a une complémentarité, les compétences sont différentes, et surtout c'est les échanges et la richesse entre les uns et les autres. Et encore une fois, et je vais continuer là-dessus, c'est pas forcément les postes minoritaires qui sont entre les mains des femmes. Chez nous, c'est 2/3 des postes de direction qui sont dans les mains des femmes. Et j'espère bien que mon successeur ou la personne qui sera derrière moi sera peut-être une femme aussi. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une certaine alternance, une autre vision des choses, et que ça permet justement de pouvoir imaginer, de faire grandir l'entreprise. Alors si je reviens à l'alternance, on a, nous, systématiquement formé des jeunes en alternance. On en a gardé, mais quand vous avez une société de 25 personnes, vous ne pouvez pas garder tout le monde. Donc on continue à en prendre systématiquement, j'en ai encore 2 en ce moment, qui ne pourront peut-être pas rester, j'espère qu'ils resteront, ça veut dire que l'entreprise fait de la croissance. S'ils ne peuvent pas rester, on se débrouille toujours pour qu'ils aient un travail à l'extérieur et qu'ils puissent se caser. Et là-dessus, je voudrais quand même mettre le doigt sur un sujet qui probablement va déranger, mais peu importe. Je pense que l'éducation nationale et l'éducation tout court doivent changer.
sa manière de fonctionner. On ne peut pas demander à l'éducation, on ne peut pas demander aux entreprises de s'adapter à l'éducation nationale. Il se trouve que je suis vice-président de l'école de chimie de Lille, et mon premier conseil d'administration, on m'a dit que j'étais le bienvenu pour venir visiter l'école. J'ai pas très bien compris l'invitation, et j'ai répondu du tac au tac, je pense qu'il serait temps que vous veniez visiter l'entreprise. Donc je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais je pense que dès le plus jeune âge, dès que les enseignants sont en formation, il faut leur expliquer que derrière les élèves qu'ils ont, c'est des entreprises qu'il va falloir très rapidement contacter et très rapidement approcher. Et nous, le problème qu'on a rencontré systématiquement, c'est que les écoles ne viennent pas nous voir. Les élèves se débrouillent tout seuls, même pour compléter leur dossier. Ce qui fait que c'est nous qui nous tapons les dossiers à remplir. C'est insensé. Alors quand vous avez une boîte de 25 personnes, c'est un non-sens. Quand vous avez une boîte un peu plus grande, on peut considérer que ça a peut-être une légitimité. Et encore, que chacun prenne ses responsabilités. Il ne faut pas non plus exagérer. Et moi, je pense qu'il faut redonner la main aux entreprises sur l'apprentissage. C'est à nous de décider ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, ce dont on a besoin, et pas de manière dictatoriale, mais parce que c'est juste la légitimité. Moi, je ne vais pas vous apprendre chez vous comment on doit se comporter dans votre maison. Donc l'entreprise, c'est l'endroit où nous travaillons, où l'équipe Siloc travaille, c'est à nous de décider ce dont on a besoin et qu'est-ce que l'on souhaite. Et ma conclusion, c'est que j'ai souhaité pendant très longtemps prendre un doctorant. J'avais été invité à l'époque par Valérie Pécresse à le faire. Et Valérie m'a dit, pourquoi tu ne prends pas un doctorant? J'ai dit, écoute, je voudrais bien, sauf que quand je questionne l'université de Lille 1 et que je leur donne mon programme de recherche, ça ne correspond pas au programme de l'école. Alors là, vous pouvez toujours continuer pendant des années. Je ne prendrai jamais de doctorant. C'est absurde, mais c'est comme ça. Donc on travaille avec des laboratoires extérieurs, on leur fait faire des choses, on sous-traite. Mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure et en capacité de prendre un doctorant. Donc quand on renversera la vision, je pense qu'on y arrivera. Je vous remercie de votre attention. Tiens, merci beaucoup. Alors, nous avons ensuite à nos côtés Monsieur Thomas Planchot, qui est donc le responsable du groupe de minoterie et boulangerie du même nom, qui est une entreprise, je crois, presque centenaire, c'est cela, installée en Vendée. La Vendée, c'est un département particulièrement dynamique en termes de tissu de PME et que nous avons visité lors de nos tout premiers travaux en début d'année. Donc, ce que nous souhaitons savoir, c'est quelle est votre expérience en matière d'apprentissage, quelles sont aussi les suggestions que vous pourriez faire. Et vous êtes accompagné d'ailleurs d'une de vos apprenties à qui nous laisserons la parole ensuite. Donc, merci Madame la Présidente et merci Madame Billon de nous avoir invités. Donc, moi je suis associé avec mon cousin dans une entreprise familiale. On a nos deux parents respectifs dans l'entreprise. On est meunier, boulanger, pâtissier en Vendée. Je suis issu de la formation par alternance, j'ai 3 CAP, j'ai fait ensuite un BP et puis j'ai été jusqu'à un master de management et je suis titulaire du titre de Méroyer de France, comme quoi la formation par alternance peut mener à de belles réussites. Moi je viens témoigner sur la manière dont on vit la formation chez nous. J'ai à peu près 80 personnes dans le groupe. Alors on a un groupe de 220 personnes, j'ai 80 personnes à la fabrication, dont 12 personnes en formation par alternance, quel que soit les niveaux. Et moi je suis un vrai partisan de la formation par alternance, donc je suis très motivé. Alors je voulais soulever quand même les points qui pouvaient nous poser problème, hein. Je pense entre autres alors dans notre domaine, la simplification de la formation depuis quelques années. Les formations de base, elles ont été simplifiées, je pense, pour des meilleures accessibilités et on ne porte pas assez d'importance pour moi à la théorie professionnelle. Donc on le ressent dans le travail exercé et la qualification qu'on a à la sortie. On a réduit également, alors je pense entre autres au bac pro en 3 ans, on a réduit les cursus de formation. Moi, le cursus que j'ai suivi sur 6 ans, étant moi-même en plus fils de boulanger, maintenant on l'a synthétisé sur 3 ans avec 2 métiers ou 3 métiers à la sortie. Donc je ne suis pas convaincu que la qualité de la formation et même la motivation à emmener les jeunes, puisque réussir à motiver un jeune sur un domaine, c'est déjà pas simple. Alors réussir à motiver des jeunes sur 2 voire 3 domaines, je suis pas certain que ça soit beaucoup plus évident. Donc ça, effectivement, c'est vraiment, on n'a pas rendu pour moi plus accessible avec des formations raccourcies, une vraie professionnalisation. Et moi, en tant qu'employeur,
j'attends pas un diplôme d'un jeune, j'entends un savoir-faire, j'attends des compétences et pas un diplôme en tant que tel. Ça nous pousse à déresponsabiliser un petit peu les jeunes dans leur formation. On a besoin aussi d'apprendre à nos jeunes qu'on peut s'épanouir au travail, qu'on peut s'épanouir dans une branche professionnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose c'est un message qui est très difficile à faire passer, puisque on va en avoir la preuve tout à l'heure avec notre jeune qui est motivé dans son métier. On a perdu un petit peu la culture du travail, et ça, je pense que c'est ce qui peut nous mener à la réussite dans ce genre de formation par alternance. Et moi, au quotidien, c'est vraiment quelque chose pour lequel je me bats. Les points qui peuvent poser problème également, c'est le temps qu'a une entreprise pour former un jeune. Les entreprises, bien évidemment, elles sont toujours en recherche de performance, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient petites. On en remonte quelques années en arrière, on avait du temps, les tuteurs avaient du temps à consacrer aux jeunes. Maintenant, effectivement, ce temps, il est réduit, il est restreint, et la motivation à rester 1 heure en fin de journée, etc., pour pouvoir accompagner notre jeune, elle n'est pas toujours là, enfin, pas en ce qui me concerne en tant que chef d'entreprise, mais au moins pour les gens qui m'accompagnent sur le terrain pour former les jeunes. Et c'est vrai que les entreprises qui grossissent un petit peu, tout à l'heure dans le débat, on parlait un petit peu des plus grosses structures, je dirais comme les nôtres, où on pourrait être amené à avoir une multiplication d'apprentis. Ces structures-là peuvent avoir des problèmes, je pense, pour avoir suffisamment de tuteurs en entreprise, puisque c'est des entreprises qui ont des personnels intérimaires, qui ont des postes qui peuvent bouger à l'année. Et puis, pour avoir beaucoup d'apprentis, beaucoup de jeunes en formation, il faut avoir un minimum de gens pour les encadrer et un minimum de gens qui ont un emploi, je dirais, à l'année, et qui peuvent se projeter sur 3 ans dans leur emploi. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une région qui bouge. Des gens qui se projettent à 3 ans dans des emplois fixes, c'est pas courant dans toutes les entreprises. Alors, heureusement, il y en a encore. Je voulais parler de la multiplication des diplômes également. On se retrouve depuis quelques années face à des multiplications de diplômes, des petits diplômes valorisants pour garder les jeunes une année de plus. Alors, comme on a simplifié la formation de base, eh bien, évidemment, on est obligé d'avoir des diplômes par derrière pour venir la renforcer. Ces diplômes-là, ils sont faits sur 1 an, puisqu'il y a une partie de la théorie qui a déjà été vue avant. Mais moi, ces jeunes-là, j'ai pas forcément envie de les embaucher. S'engager sur 1 an, c'est pas forcément simple de réussir à s'engager sur un an, moins 18 semaines, puisque je compte les cours plus les vacances, ce qui est tout à fait normal. Pour peu qu'à travers, on ait un voyage à l'étranger qui soit proposé, puisque c'est le cas qui se pose, le jeune, il va faire 800 heures en entreprise pour acquérir un métier au jour d'aujourd'hui, par rapport au cursus qu'on avait il y a quelques années, puisqu'on parle aujourd'hui d'une baisse et donc on revient en arrière sur une évolution qu'on avait avant. Effectivement, pour moi, c'est des formations. Je pense qu'il vaut mieux construire une formation solide au départ. C'était un modèle qu'on avait il y a quelques années, un modèle solide au départ et qui ne demande pas de rajouter une petite formation par-ci, une petite formation par-là pour se spécialiser. De plus, les jeunes, on ne peut pas leur demander de se spécialiser dans tout. Ils ne peuvent pas maîtriser tous les domaines. Ils ont déjà du mal à maîtriser un domaine. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Qu'on ait des compléments de formation, c'est très bien. On parle plus en général pour réussir à orienter un maximum de jeunes vers nos métiers en tant que tels, quoi. On a parlé également des écarts de formation entre les lycées professionnels et les chambres de métiers. Alors moi, je ferai pas je vais juste faire la distinction entre les deux, où effectivement, on peut constater que la formation par alternance a plus de présence, plus de pratique. C'est ce qu'on attend de nos jeunes. La formation en bac pro, c'est quasiment moitié moins de pratique, mais à la sortie, la qualification ou la rémunération, elle est la même. En tant qu'employeur, effectivement, je dirais, on a beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui qui vont vers les formations en lycée professionnel parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise pour pouvoir les former par rapport à tous les problèmes qu'on a évoqués ce matin. Mais à l'inverse, à la sortie de la formation, ils sont censés, entre guillemets, avoir le même niveau de qualification et même de rémunération. Moi, ces jeunes-là, j'ai moins de facilité à pouvoir les embaucher parce que sur le terrain, à des diplômes, je dirais, équivaut,
le savoir-faire en lui-même, il est complètement différent. Pour finir avec la rémunération, je voulais aussi parler du ticket d'entrée à la réorientation. Je trouve que c'est une belle chose, mais le problème, c'est qu'un jeune à 21 ans n'a pas du tout le même salaire qu'à 15 ans en entrée en formation. Pourquoi? Il n'a pas plus de qualification dans ce métier-là. Alors effectivement, c'est une réorientation. Il a d'autres savoirs, bien sûr, mais au jour d'aujourd'hui, les entreprises sont perdues dans les grilles de rémunération face aux jeunes. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai 12 jeunes en formation. J'ai quelqu'un qui s'occupe des jeunes. Mais les entreprises, cette personne-là, elle ne peut pas toute seule me dire, ben, votre jeune, il sera à tel pourcentage du SMIC quand il va rentrer en formation. Il faut faire des calculs de savant pour réussir par rapport à l'âge, au diplôme qu'il avait, etc. Alors, si on a déjà eu un diplôme, on repart sur un autre diplôme. Enfin, je vous passe les détails en fonction de l'âge. Moi, la grille, pour moi, elle devrait être déjà révisée et un peu simplifiée. La réorientation, oui, à 21 ans. Moi, je suis pour. Je prends tout de suite des jeunes à 21 ans en réorientation. Mais ces jeunes-là, ils nous coûtent aussi cher en entreprise qu'un ouvrier en tant que tel. Ça, il faut le savoir. C'est un vrai frein c'est quelqu'un qui nous revient, nous on a fait les calculs, c'est des gens qui nous reviennent à 15 ou 16 euros de l'heure au même titre qu'un ouvrier. Donc c'est impossible aux entreprises de pouvoir embaucher des gens en réorientation à 21 ou à 24 ans, malheureusement. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez à vos côtés Lénaïque Gilbert, qui travaille en alternance dans votre groupe et qui prépare un bac pro en boulangerie-pâtisserie. Donc, il serait intéressant de vous entendre sur à la fois les raisons de votre choix de cette filière d'apprentissage, éventuellement les difficultés que vous rencontrez et les pistes aussi d'amélioration. Donc, je vous souhaite volontiers la parole. Merci de me laisser la parole. J'ai commencé l'apprentissage par un lycée professionnel au début parce que je trouvais pas du tout de patron. Donc ce qui était vraiment la difficulté, c'est que j'ai mis à peu près 1 an à en trouver un. Parce que déjà d'une, je suis une fille, donc il y a des patrons, ça les freine directement dès qu'on se présente à l'entreprise. Après, une fois entrée dans l'apprentissage, tout s'est enchaîné facilement. Donc j'ai pu trouver facilement pour mon bac chez Thomas. En comptant que j'avais droit aussi à 2 autres entreprises, donc j'avais le choix entre 3 entreprises, donc moi j'ai fait mon choix. Après, pour la raison pour laquelle j'ai fait ce métier, je l'avais découvert par alternance. Ce métier qui m'avait beaucoup plu. Et j'ai décidé d'y aller dedans, de mettre dedans, d'aller dans cette voie. Donc j'ai découvert ce métier par la 4e et ma 3e par alternance en maison familiale. Donc j'ai pu faire pendant ces 2 ans 6 stages différents, donc auxquels j'en ai fait 4 à peu près dans le même secteur de métier. Oui. Non, c'est bon. Très bien, merci. Donc ça fait plaisir en effet d'entendre une jeune apprentie de la part parmi nous. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Feth Ben Saïd, qui est lui directeur du CFA de Seine-et-Marne. Donc lors de notre déplacement en Seine-et-Marne, nous avions eu un déjeuner au CFA qui avait été préparé et servi par les apprentis, à qui d'ailleurs nous avions fait beaucoup de compliments. Donc vous êtes ici un peu à la croisée de apprentis, entreprises, centres de formation. Vous allez pouvoir nous expliquer comment se passent les relations entre ces 3 parties et éventuellement nous faire part de vos propositions peut-être d'amélioration du système. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre invitation à participer à cette table ronde. Quelques mots pour vous présenter succinctement notre CFA, géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. C'est un établissement multidisciplinaire, territorial et qui forme 2000 apprentis. Multidisciplinaire parce que nous avons 4 filières de formation, hôtellerie, restauration, tourisme, commerce, service, compta, gestion, informatique, technologie numérique. Nous proposons aux jeunes plus de 40 diplômes du niveau CAP au bac+5.
Territorial, en répondant aux besoins des entreprises de Seine-et-Marne grâce à ces 4 sites de formation, Marne-la-Vallée, Provins, Meaux et avant Fontainebleau. Concernant la thématique qui nous réunit aujourd'hui, le défi d'une relance de l'apprentissage en entreprise, je souhaite axer mon intervention sur 2 points en particulier, et qui sont en complément par rapport à tout ce qui a été dit lors de la première table ronde, et plus particulièrement M. Martineau quand il a indiqué qu'il y avait plusieurs raisons, qui étaient diverses, multiples, et qu'à un moment donné même, il avait indiqué que c'était la faute de tout le monde, et la faute à tout le monde. Je vais prendre 2 exemples. La première concerne la réforme des bacs pro, qui est intervenue à la rentrée 2009. Je vous en rappelle les principaux bénéfices attendus. Tout d'abord, aligner la durée de formation du bac pro sur le bac général, et ce sur 3 ans. Ensuite, réduire la durée globale d'obtention du bac pro en supprimant le BEP. Et également satisfaire, bien évidemment, les demandes des jeunes et de leurs familles. Pour autant, force est de constater, sur le terrain, les effets de cette réforme. D'une part, aujourd'hui, il est plus difficile pour un jeune titulaire d'un CAP de poursuivre sa formation en bac pro. D'autre part, le niveau scolaire de sortie de formation après un bac pro 3 ans rend l'accès au BTS encore plus difficile. Enfin, la réticence des entreprises qui n'osent pas s'engager pour 3 ans avec des jeunes qui sortent de 3e et ont parfois tout juste 15 ans. Ainsi, pour bien illustrer ces propos, et à titre d'exemple, concernant notre CFA, le CFA UTEC a vu ses effectifs de niveau 5 CAP et niveau 4 Bac Pro chuter de 23% en 4 ans, depuis la mise en place de cette réforme, ce qui représente une baisse globale de 12% pour notre CFA. Et si je vais vous donner encore un autre chiffre. Au niveau national et au niveau des CCI, le brevet d'études professionnelles représentait 10 000 jeunes formés chaque année dans les métiers de la vente. Sur ce premier point relatif au bac pro, nous souhaitons formuler la préconisation suivante, en complément de tout ce qui a été dit ce matin. Permettre la possibilité d'organiser la première année de formation bac pro, ce qui correspond au second pro, en temps plein sous statut scolaire, tout en maintenant le principe d'alternance avec la mise en place de plusieurs stages. Cela réduirait le décrochage scolaire, permettrait une maturation professionnelle, favoriserait leur employabilité et bien évidemment l'objectif qui est la signature de contrats d'apprentissage pérenne pour les 2 années suivantes. Concernant le deuxième point de mon intervention, je souhaitais attirer votre attention, comme il a été fait par plusieurs interlocuteurs ce matin, sur l'orientation des jeunes, point crucial de l'entrée en apprentissage. De nombreuses initiatives et services participent à la promotion des formations et à l'orientation des jeunes. Des actions nationales, régionales et locales sont mises en place depuis plusieurs années pour tenter d'enrayer la baisse des effectifs formés en apprentissage. Des développeurs de l'apprentissage sont déployés sur le terrain, véritables ambassadeurs de ce mode de formation. Tout le monde s'accorde à dire que l'apprentissage est la voie royale pour entrer dans le monde professionnel. Pour autant, dès qu'il s'agit d'orientation, on change de vocable et l'apprentissage devient souvent une voie par défaut. Pour ne pas dire, et j'espère ne choquer personne, une voie de garage. En effet, pour citer qu'un exemple, l'orientation actuelle, post-troisième, est aujourd'hui verrouillée par un outil formidable, l'outil national AFENNET, qui ne propose la voie de l'apprentissage que depuis cette année, rentrée 2015, mais oriente les jeunes exclusivement vers des établissements de l'éducation nationale. Je ne cherche surtout pas à opposer l'éducation nationale au CFA, mais on est là pour travailler ensemble, en ignorant complètement l'offre de formation de l'ensemble des autres CFA. Notre préconisation sur ce point, comme l'a évoqué notre représentante Mme Dubrac ce matin, il faut déclencher une véritable démarche d'orientation vers l'ensemble des modes de formation, y compris l'apprentissage, les diplômes, leurs débouchés, les résultats aux examens obtenus par les centres de formation d'apprentis, leur taux d'insertion professionnelle doivent être accessibles à tous les jeunes et à leurs familles. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai participé à une réunion d'information, rencontre parents, enseignants
principaux de collège. Tous les jeunes étaient là, les enfants, les parents, les maîtres, les enseignants. Pas un mot sur l'apprentissage, pas un mot. Pendant toute l'intervention sur les questions d'orientation des jeunes, pas un mot sur l'apprentissage. Nous proposons aussi de rendre obligatoire la participation de tous les collégiens et lycéens à au moins un stage de découverte de l'apprentissage. Pour compléter ces propositions, je pourrais aussi évoquer la nécessité de simplifier encore plus les modalités de signature de contrat. C'est un parcours de combattant pour les entreprises et les jeunes. D'aider financièrement les entreprises de plus de 11 salariés qui s'engagent dans l'apprentissage. De prendre en considération, d'ailleurs, j'étais très surpris d'entendre qu'il y avait les moyens. Mais je vous assure que moi, en tant que directeur de CAFA, et quand on se rencontre avec l'ensemble des directeurs de CAFA, aujourd'hui, on est incertain. On souffre d'une certaine insécurité liée aux tensions financières, réforme de la taxe d'apprentissage, restrictions budgétaires des organes gestionnaires, des conseils régionaux. Nous proposons aussi la valorisation du tutorat. Bien évidemment, M. Barki, d'adapter l'offre de formation à la réalité des entreprises. D'ailleurs, les chambres de commerce le font au quotidien, puisque nous proposons un certain nombre de titres consulaires qui sont bien inscrits à la Commission nationale de certification professionnelle, mais dans un certain nombre de régions, voire même certains services académiques de l'inspection apprentissage, ces titres, ils sont bloqués et ils ne peuvent pas être délivrés par la voie de l'apprentissage. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, quelques propositions concrètes qui pourraient enrayer à la fois la baisse des effectifs formés en apprentissage et relancer l'apprentissage en France. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup en tout cas pour ces propositions en effet très concrètes. Je vais ensuite passer la parole à votre voisin, donc Morgane Marietti, qui est le délégué général de l'Association nationale des apprentis de France. Mais vous êtes également cofondateur de la Proactive Academy, qui est donc une agence dont le but est d'accompagner les jeunes de 15 à 30 ans pour une insertion durable dans l'entreprise. Donc, puisque vous représentez les apprentis de France, je crois que d'ailleurs cette association est la seule association nationale des apprentis de France. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard, bien sûr, sur l'apprentissage, mais surtout comment relancer l'apprentissage en entreprise ? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Alors, merci beaucoup de nous inviter et de nous donner la parole. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de donner la parole aux apprentis pour débattre des sujets qui les concernent sur l'organisation de l'apprentissage, sur le financement, sur la pédagogie, sur la vision de l'entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Association des apprentis de France, dont je fais partie des cofondateurs, a été fondée en 2010, fin 2010, afin de entre guillemets, de donner la possibilité aux jeunes qui soient dans le secondaire ou dans l'enseignement supérieur de pouvoir s'exprimer, de participer au débat, parce que souvent, même dans les propositions des candidats au régional, on parle de grands débats, de grands sujets sur l'apprentissage, on invite souvent tout le monde, mais sauf les apprentis et leurs organisations représentatives. Et aujourd'hui, aucune structure, on va dire, démocratique n'est organisée dans les établissements, on va dire, CFA ou sur le plan régional, qui permet aussi de garantir un financement de la représentativité des apprentis. Mais c'est un autre sujet. C'est vrai que pendant la première table ronde, je trépignais sur mon siège parce que j'avais vraiment envie de participer, parce qu'il y avait des sujets pour lesquels nous avons des choses à dire et des choses surtout qui sont faites et qui montrent leur efficacité. Et M. Ben Saïd est bien placé pour ça, parce qu'on travaille avec l'UTEC depuis quelques mois et on met en chose un certain nombre de choses en pratique. Clairement, l'Association des apprentis de France, et je voudrais aussi quand même excuser sa présidente, qui aussi a toute légitimité à se représenter aujourd'hui, mais elle n'est pas disponible, et malheureusement le monde de l'entreprise fait que aujourd'hui, quand on est représentant des apprentis, et l'entreprise est prioritaire, donc on ne peut pas se libérer aussi comme ça, donc je voudrais quand même l'excuser. La position de l'Association des apprentis de France, c'est qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, les gouvernements successifs n'ont eu aucune stratégie sur l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on veuille dire quoi que ce soit là-dessus, il n'y a aucune stratégie, aucune vision réellement sur le sujet, parce que il y a
sur les aspects de financement et puis aussi sur les aspects, on va dire, de vision, des fois un peu de manque de connaissances et puis surtout, on va dire, des aspects, on va dire, politiques qui reviennent à chaque fois sur une opposition souvent constante entre le tout économique et tout éducatif, qui est revenu aussi ce matin et souvent qui est l'opposition du modèle allemand contre le modèle français. Et je ne dis pas que le modèle allemand est bon, au contraire, et je ne dis pas que le modèle français est bon, au contraire, mais qu'il y a un mix des deux à faire, à construire, et je pense que la France peut construire son modèle français de l'apprentissage en équilibrant, on va dire, le tout éducatif et le tout économique, et on parle un peu de ce mur économique qui est souvent un peu flagrant sur l'aspect pédagogique. Ensuite, parce que la pédagogie, entre guillemets, les politiques, que ce soit les femmes politiques ou les hommes politiques, entre guillemets, n'ont jamais mis les mains dedans. Jamais aujourd'hui un candidat à la présidentielle, un candidat au régional ou un élu n'a décidé de mettre la main dans la pédagogie. Ça veut dire concrètement, est-ce que je considère, moi qui élu, représentant du peuple, que la pédagogie qui est mise en place dans l'éducation nationale ou dans les centres de formation pour apprentis ou même dans les organismes de formation est la bonne ou pas? Et si aujourd'hui on constate un manque de formation au sein de l'éducation nationale, malgré les formations des enseignants, etc., aujourd'hui, le système par apprentissage tient par le militantisme et le travail, on va dire, hors norme des personnels de CFA et des directeurs de CFA, entre guillemets, on ne soutient pas déjà suffisamment, qui sont souvent, par des raisons financières, des raisons organisationnelles, énormément mouvementées. Et je pense que les apprentis, l'Association des apprentis de France, se bat à leur côté pour les aider tous les jours. Mais c'est quand même assez pas normal, inacceptable qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun organismes de formation qui permettent de former et d'accompagner les formateurs dans l'évolution. Aujourd'hui, les publics apprentis ont changé. Ne sont plus celles qui étaient il y a 15 ou 20 ans. Les entreprises aussi ont changé. Elles sont devenues beaucoup plus exigeantes pour des raisons économiques, pour des raisons d'évolution, pour des raisons technologiques. Et les parents aussi ont évolué. Et à côté de ça, il n'y a aucun système, à part pour certaines régions, qui forme et qui aide les formateurs à évoluer dans leur pratique pédagogique et qui aide les directions, on va dire, des CFA à faire évoluer et transformer le CFA. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne reviendrai pas sur l'évolution des diplômes, je ne parlerai pas aussi non plus des gens, mais c'est aussi ça le sujet. Et à côté, un sujet qui n'a pas été abordé ce matin non plus. On se retrouve avec 25% de rupture de contrat en moyenne en France. Alors, ça va dépendre des filières. Des filières vont monter plus haut, des filières vont monter plus bas. Alors, il y en a qui parlent de brut et de net. Mais aujourd'hui, quand vous avez les derniers sondages qui sont sortis, 50% des entreprises qui ont subi une rupture de contrat ont dit qu'ils ne prendraient plus jamais d'apprentis. Et aujourd'hui, la lutte contre les ruptures de contrat, en termes de qualité, n'est abordée par personne. Personne dit aujourd'hui que la priorité du gouvernement ou des régions, à part certaines, de dire au lieu de faire 1 million d'apprentis dans 5 ans, on pourrait dire qu'on pourrait faire moins, entre guillemets, 20, 30, 40%, 50% de rupture en moins de contrats, de passer à moins de 10%, et peut-être que le nombre de contrats d'apprentissage augmentera automatiquement. Parce que quand vous regardez le nombre de ruptures de contrats dans le secondaire, aujourd'hui, c'est dans le secondaire, et en face de ça, on a le nombre de contrats dans le secondaire qui baisse en même temps. Donc, entre guillemets, il y a aussi un lien qui est super important. Mais je dresse un tableau négatif depuis tout à l'heure, mais il y a quand même des choses extrêmement bien qui sont faites. Et en région Île-de-France, par exemple, il y a un système qualité qui a été mis en place maintenant depuis 5 ans et qui a permis de passer de 20% de rupture de contrat en moyenne dans les CFA à moins de 5%. Et je ne parle pas de net ou de brut, je parle vraiment de brut ici. C'est-à-dire que quand on est capable d'accompagner et de former les CFA à être plus proche des besoins de l'entreprise, à faire en sorte que quand un jeune aujourd'hui n'arrive pas à répondre à une commande de l'entreprise, le formateur soit capable aujourd'hui d'y répondre en plus du référentiel métier, les entreprises sont contentes parce qu'elles se rendent compte que le CFA est capable de répondre à un besoin à court terme, parce que en même temps le jeune, lui, il se rend compte qu'il peut être efficace et en même temps, on va dire, économiquement viable pour l'entreprise, parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler de rentabilité de l'apprenti, parce qu'une pédagogie aujourd'hui proactive telle qu'elle est développée en région Île-de-France permet en même temps de garantir aux jeunes une évolution, défendre les valeurs éducatives et de faire évoluer le jeune
en niveau scolaire et dans les différents diplômes. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que la taxe d'apprentissage, on en parlait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec M. Griset en disant que la taxe d'apprentissage doit revenir à l'apprentissage. Bon, il ne m'en voudra pas si l'Association des apprentis de France prend un peu de hors-quota pour financer son activité, mais je pense que c'est un sujet vraiment important. Et je voudrais terminer sur une chose. On a beaucoup opposé l'éducation nationale et l'apprentissage. Je pense que vous n'arriverez pas de toute façon à sortir l'apprentissage du giron de l'éducation nationale. Je veux dire, ils sont plus forts que vous, et quoi que vous vouliez, ça ne marchera pas. Mais après, je pense qu'on peut faire avec eux. Il faut faire un mix, il faut faire un équilibre. Nous avons aujourd'hui des gens, par leur culture, qui, entre guillemets, se retrouvent avec un mur économique et qui, entre guillemets, ont peur de passer de l'autre côté du mur économique. Et les enseignants ou les gens qui ont cette culture-là, et c'est compréhensible, ça ne veut pas dire que je valide ce qu'ils pensent, mais c'est aussi, ils ont peur aujourd'hui que l'entreprise vienne exploiter le jeune. Et quoi que vous vouliez, c'est ce qu'ils pensent. Et en face de ça, vous avez des entreprises qui disent, le monde économique, que en fait, c'est bien les aspects, les matières générales, etc., mais ce qu'on veut, c'est que le jeune soit rentable. L'Association des apprentis de France défend aujourd'hui un équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la formation doit répondre aux besoins à court terme de l'entreprise et en même temps, elle doit permettre et défendre les valeurs éducatives pour le jeune et, entre guillemets, faire en sorte qu'il devienne un citoyen. Il suffit juste qu'il y ait un équilibre entre les deux et que ça soit porté. Et l'éducation nationale, si aujourd'hui, on va dire, on répond aux peurs on va dire, des enseignants sur des évolutions pédagogiques et l'accompagnement et l'évolution d'un changement, je pense qu'ils accepteront aussi de rentrer dans le monde économique et de travailler avec eux. Et dernier point, et je termine, je suis désolé, quand on donne souvent très peu la parole aux jeunes, donc quand on l'a, on a un peu du mal à la laisser. En plus, j'ai mangé ce que... J'ai 20 ans de frustration. J'ai mangé ce que je voulais dire, donc voilà. Tant pis, ça reviendra, c'est pas grave. Donc je vais en terminer là. Écoutez, merci d'avoir porté ici la voix des apprentis, avec la voix aussi de la controverse, mais c'est ce qui va alimenter le débat. Donc je voulais saluer l'arrivée de notre président Gérard Larcher, qui nous fera l'honneur de conclure nos travaux tout à l'heure. En attendant, il nous reste encore un moment pour les questions de nos collègues qui sont dans la salle. Donc les intervenants sont là pour répondre, comme pour la table ronde de ce matin. Donc qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole? Alors, Dominique Vatrin. Oui, moi je veux surtout féliciter la jeunesse qui s'exprime et qui a redonné, je pense, un grand tonus à cette rencontre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans les jeunes lorsqu'on parle d'apprentissage. Et finalement, il a dit ce que je voulais dire, donc, ce que j'avais noté finalement. Et il l'a dit mieux que moi. Donc, je serai très bref parce que je voulais réagir, moi, aux propos de M. Barki, donc, et de mon département, qui habite à 10 km de chez moi, donc, que j'ai eu le plaisir d'inviter dans le Pas-de-Calais. Mais il a dit redonner la main aux entreprises sur l'apprentissage. Et je crois que c'était un peu le discours sous-jacent ce matin. Et moi, je partage ce qu'a dit le jeune délégué général. Il faut de la coopération entre ces deux mondes qui ont chacun leur légitimité. Je pense qu'il est aussi important de rappeler, ça a été fait et mieux que ce que je pourrais dire, que l'éducation nationale a une légitimité pour amener une formation de base. Et M. Martineau et M. Ferracci l'ont dit, on ne peut pas avoir des jeunes qui soient formés uniquement sur les besoins de l'entreprise. Il y a besoin d'une formation de base. Il y a besoin de former dans ce pays des citoyens. Enfin, je pense que là, on ne doit pas perdre cette dimension. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans cette table ronde, c'est la présence de l'éducation nationale. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire l'éducation nationale, c'est un mur fermé, on ne peut pas dialoguer, ils n'écoutent pas, etc. Et il y a certainement des efforts à faire de la part de l'éducation nationale, et je le dis ici très clairement. Mais si on ne les invite pas, eh bien, je pense qu'on se prive aussi d'une construction commune. Et je pense que c'est ça qui compte. Là, il ne s'agit pas de sortir l'éducation nationale, il s'agit de la faire
coopérer et de co-construire des choses pour faire avancer le problème, parce que personne ici conteste l'intérêt de l'apprentissage. Deuxième petite question qui a été posée à un moment donné, je crois même M. Cadic avait évoqué, il y a eu des chiffres de données, des chiffres comparatifs entre le coût d'un apprenti et le coût d'un scolaire. Je n'ai pas les mêmes chiffres que ce qui a été donné ce matin. Pour moi, en 2006, alors les chiffres sont peut-être un petit peu anciens, mais à structure équivalente, un apprenti coûtait plus cher à la collectivité nationale qu'un scolaire. Je ne sais pas pour polémiquer, mais simplement, je pense qu'il faut aussi regarder ces chiffres. On ne peut pas affirmer, les réinterroger, on ne peut pas affirmer de manière certaine des choses comme ça. En tout cas, ce que je voulais insister, c'est la nécessité de dialoguer et de co-construire. Alors, simplement, entre Pas-de-Calais et Pas-de-Calais, je crois que M. Barki souhaiterait vous apporter une réponse. Je pense que je dois pouvoir avoir un droit de réponse. D'abord, merci de m'avoir apostrophé. Merci pour votre intervention. Je voudrais juste recadrer les choses. Si je me permets de dire les choses, c'est parce que je me considère comme étant exemplaire. On a formé depuis 20 ans dans notre société plus de 2 jeunes par an. Siloc, c'est une toute petite structure. On a démarré ça depuis qu'on était au départ. Si les 3 millions de sociétés françaises ou 2 millions de PME avaient les moyens de le faire, vous croyez qu'on serait autour de la table pour en discuter? La réponse est non. Et si je mets le doigt sur ce qui fait mal, et tant mieux si ça vous fait réagir, c'est parce qu'aujourd'hui, que l'éducation se prenne en main. Bon sang de bonsoir. Alors je vais vous donner un dernier exemple qui va vous bluffer. Il y avait un témoin de marque, puisque c'était Arnaud Montebourg quand il est venu visiter l'entreprise. J'avais invité une classe d'élèves. Ce qui n'est pas très commun en général, quand un ministre vient, on se débrouille pour qu'il soit plutôt seul et puis on se l'approprie. Moi, je n'avais pas fait ça, j'avais demandé à ce qu'il y ait une classe d'élèves avec le proviseur de l'école et les enseignants. J'avais dit aux élèves, je voudrais que vous soyez libres de parole et donc vous posez les vraies questions, d'accord? C'est pas de langue de bois et vous y allez direct. Les questions étaient totalement téléguidées par l'éducation nationale, mais à un point qui est surréaliste. Et la première question qui m'a été posée, vous savez ce que c'est? Bonjour monsieur, il venait de visiter l'entreprise, hein. Les gens étaient sourire banane. Vous venez quand vous voulez visiter Siloc, quand vous repartez, vous allez avoir une autre idée de l'entreprise industrielle, je vous le dis moi. Il m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire pour atténuer la souffrance au travail? Alors j'ai regardé Arnaud Montebourg, je lui ai dit, ça va être compliqué là quand même, hein. Et son professeur est intervenu, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et elle m'a dit, oui, on est en seconde et en première, eh ben, on leur explique que dans l'entreprise, on souffre. Mais la barbe à la fin, quoi. Franchement, vous entendez ça? Moi, j'ai 50 ans passés. Vous savez ce que c'est que de bosser sans rigoler? Enfin, vous êtes dans la région du Nord, donc faut remettre les pendules en place, quoi. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule à faire ça. Et on a des jeunes chez nous qui nous disent, alors on va mettre des gants pour reporter les boîtes. Je veux dire, on fait des choses hallucinantes dans nos entreprises depuis des années et on a ce genre de choses en face de nous. Comment vous voulez qu'on ait de l'espoir, sauf si on brise la glace et on dit maintenant stop, on arrête de rigoler. La main, elle est aux entreprises parce que c'est quand même nous qui embauchons les gens, la barbe à la fin, et nos collaborateurs qui vont bosser avec eux. Et c'est d'ailleurs nos responsables de processus chez nous qui embauchent, c'est pas moi. Donc il faut juste l'entendre et après on est entre nous. Donc je ne dis pas ça ni dans les médias et je ne l'ai jamais écrit dans la presse. Mais je vous le dis quand même en tête à tête. Merci beaucoup. Merci pour cette liberté de parole aussi. Donc alors, dans les demandes de parole, Annick Billon et ensuite Oui. Olivier Cadic. Merci Madame la Présidente. D'abord remercier Léanique pour son témoignage parce que c'est pas évident de parler devant cette assemblée de sénateurs et d'experts en tout genre sur l'apprentissage. Je rejoins un petit peu les propos de Monsieur Barki à l'instant et lorsque Thomas Planchot, tout à l'heure, chef d'entreprise vendéen, est intervenu, il a parlé de la culture de l'entreprise et de l'amour du travail et donner envie aux jeunes d'aller dans l'entreprise. Donc le témoignage de Léanique était intéressant tout à l'heure parce qu'elle disait finalement j'ai eu envie de faire ce métier parce que j'ai fait des stages et j'ai découvert l'entreprise à travers des stages et donc elle est allée dans l'entreprise pour découvrir cette entreprise et savoir ce dont elle avait envie. Donc
Je voulais aussi souligner, attendez, je me perds dans mes petites notes, les motifs de rupture. Oui, vous nous avez donné des chiffres tout à l'heure un petit peu alarmants. 25% de rupture de contrat en France, 50% des entreprises qui ne reprendront jamais un apprenti. Alors moi, je voudrais juste savoir, les ruptures de contrat, elles sont à l'origine de qui? Est-ce que c'est l'apprenti? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Et finalement, est-ce que si c'est le chef d'entreprise ou l'entreprise qui se sépare de l'apprenti, est-ce que c'est, comme le disait M. Planchot tout à l'heure, parce que les entreprises ne sont pas suffisamment préparées, parce que c'est compliqué d'accompagner un apprenti, parce que ça demande du temps, et le temps c'est de l'argent, et que les entreprises se sentent un petit peu seules face à cet accompagnement. Je vous remercie. Merci. Ensuite, Olivier Cadic, puis Alain Joyandet. Merci. Oui, effectivement. Tout d'abord, merci pour vos interventions. En tant qu'entrepreneur, quelque part, je me retrouve dans ce que vous avez dit. Et quelque part, je vais vous dire, la délégation aux entreprises se retrouve dans ce que vous dites. Simplement parce que je crois que j'en profite, puisque c'était une idée au départ de notre président Larcher de créer cette délégation aux entreprises qui est remarquablement présidée et animée par Elisabeth Lamure. Je peux vous dire que c'est vraiment aller au contact et venir simplement faire partager vos préoccupations, ça permet de donner une prise de conscience. Alors, on s'est rendu compte, justement, en allant un petit peu ailleurs, un petit peu plus loin, avec les entrepreneurs au Royaume-Uni, que là-bas, c'était l'emploi qui faisait la croissance. Et non pas, comme nous on pense, c'est qu'il faut développer la croissance pour avoir l'emploi. C'est une vision complètement différente, mais qui est intéressante, et c'est ce qu'on est venu ramener ici. Et dans ce que vous dites, j'ai envie de dire, mais qui est au service de qui? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit être au service de l'éducation nationale, ou l'éducation nationale qui doit être au service de l'entreprise? Parce que c'est ça la réponse qu'il faut donner. Parce que de cette réponse va découler tout le reste. Et alors, pour répondre au délégué général donc, de l'ANAF, qui proposait, et je trouve que son idée peut être intéressante, de dire mais on va faire cohabiter ces deux mondes, et absolument, c'est pour réfléchir à ça. J'ai envie de vous dire, par contre, Napoléon disait, pour diriger une armée, mieux vaut un mauvais général que deux bons. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faut changer le mauvais général. Voilà. C'est un peu ça l'idée qu'on a sur l'apprentissage. Mais ceci étant, évidemment, il faut prendre en compte les attentes de l'éducation nationale. Mais en tant qu'entrepreneur, voir effectivement, et moi c'est ce que j'ai vécu, un inspecteur d'académie qui vient me dire « j'ai pas le niveau en tant qu'entrepreneur, j'ai pas le niveau pour prendre en apprentissage un jeune en BTS électronique, honnêtement, je l'ai mis devant l'ordinateur et je lui ai dit à l'inspecteur d'académie, eh bien, montrez-moi, vous, que vous avez le niveau pour évaluer ma compétence. » Voilà. Et là, on a un problème parce que quand est-ce qu'on va évaluer, nous aussi, ceux qui se permettent d'évaluer les élèves? Ça, c'est un point que j'aimerais pour les entrepreneurs qu'on fasse passer. On aimerait aussi pouvoir évaluer les gens qui sont en éducation nationale, parfois. Alors, Alain Joyandet. Merci, Madame la Présidente. Moi, je fais partie des sénateurs ou des parlementaires qui sont également chefs d'entreprise, donc je peux porter témoignage dans l'imprimerie, l'édition, etc. Donc l'apprentissage dans l'imprimerie, c'est une très très lourde tradition et depuis 30 ans, on a aussi formé beaucoup d'apprentis et je constate qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'apprentis. Pour diverses raisons. Je pense qu'ici, tout le monde a le même objectif, c'est-à-dire participer à l'œuvre commune pour relancer l'apprentissage qui s'essouffle un peu. Et on fait tous le constat que c'est une voie royale pour faire entrer les jeunes dans l'entreprise. Moi, il me semble qu'on a besoin de l'ensemble des interlocuteurs. Je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on va faire qu'avec l'un ou qu'avec l'autre. Et puis, il y a des choses qui sont aujourd'hui mûres, qui n'étaient peut-être pas mûres il y a 10 ou 20 ans. Je pense qu'y compris au sein de l'éducation nationale, on commence à entendre un certain argumentaire qui vient de l'économie. Et je pense qu'on ne pourra pas réussir de toute façon si on n'arrive pas à faire se rapprocher l'éducation nationale du monde de l'entreprise. Je pense qu'il faut que très jeunes, nos élèves, et c'est bien ce que vous avez fait, très jeunes, il faut que les élèves puissent être au contact des entreprises. Et je pense que nous, les sénateurs, on fait des stages d'immersion dans les entreprises. Je pense qu'il faut aussi que les enseignants acceptent de faire des stages d'immersion.
et puis que nous aussi, on aille vers l'éducation nationale, parce que le sujet est tellement grave que de toute façon, on n'arrivera pas en excluant tel ou tel opérateur. Voilà, c'est tellement compliqué que je pense qu'on n'y arrivera pas. Moi, je voudrais insister sur un point. Alors, je suis désolé, Elisabeth, j'ai pas pu venir à la première partie de cette réunion, donc j'ai peur de faire des redites par rapport à la première partie de la table ronde, et je voudrais qu'on m'en excuse à l'avance. Je pense qu'aujourd'hui, le frein le plus important quand même au développement de l'apprentissage, pour nous, les entrepreneurs, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas un certain nombre de choses, c'est même plus l'état d'esprit, parce que les choses évoluent beaucoup sur l'apprentissage. Je pense que ce qui nous plombe complètement, c'est le code du travail. Voilà, on avait hier matin une séance de travail sur le code du travail, justement au sein des Républicains, ce truc qui fait 1 kilo là. Vous avez parlé ce matin de ce qui se passe en Allemagne, je crois. Je suis allé 3 jours en Allemagne pour regarder ce qui se passait justement au niveau de l'emploi des jeunes au moment où j'ai rendu un rapport sur le sujet à l'ancien président de la République. On voit bien qu'il y a des choses très simples à faire, qui sont aujourd'hui des freins complètement connus de tout le monde. Il y a juste une barrière intellectuelle à franchir pour dire on en parle, on accepte d'en parler, la gauche, la droite, tout le monde, hein, parce qu'on voit bien quand même que les chiffres ne sont pas bons. Et donc on ne peut pas aujourd'hui considérer éternellement qu'un apprenti coiffeur, il a le même contrat d'apprentissage qu'un apprenti qui monte des échafaudages contre les façades d'immeubles. Et s'il y en a un qui travaille à Paris, Île-de-France, et l'autre qui travaille à Vesoul, en Haute-Saône, et puis que, comme par hasard, celui qui est à Paris, c'est celui qui fait les échafaudages, et que celui qui est à Vesoul, c'est celui qui est chez le coiffeur, franchement, qu'ils aient le même contrat de travail pendant la même durée, avec la même rémunération, il y a quand même un carcan duquel il faut absolument sortir. Vous savez qu'en Allemagne, en fonction des risques du métier, en fonction de la difficulté du métier, ça se fait par branche, ça se fait par négociation dans les entreprises, et donc on se met d'accord. Voilà, je suis allé voir aussi au Danemark comment ça se passe. Je vous assure, au Danemark, ils se réunissent une fois tous les 3 ans dans la grande convention, tous. Ils se mettent d'accord, ils signent, et puis pendant 3 ans, on n'en parle plus, quoi. Voilà, on a fait les avancées. Et donc, moi, je crois que c'est vraiment ça, la question du frein, c'est vraiment le dialogue social qui rassemble l'ensemble des partenaires, puis qu'une fois, on se dise, concrètement, voilà. Alors, moi, je pense effectivement qu'il faut les deux. Je pense qu'un apprenti, dans nos métiers, dans quelles que soient les entreprises, on a besoin de lui donner une culture générale qui fasse que, justement, il puisse faire comme monsieur, c'est-à-dire qu'il commence un apprentissage à 15 ans, il peut terminer ingénieur au bac+5. Donc, il faut bien qu'au départ, il n'ait pas les lacunes qui conduisent à l'exclusion de la société ou qui en fassent un manœuvre ad vitam aeternam. Donc il faut qu'on ait un socle, c'est sûr, mais il faut que ce socle il soit compatible avec la vie de l'entreprise. Et puis surtout, il nous faut des réglementations qui évoluent. On ne peut pas dire dans les entreprises, dans une entreprise de découpage à Besançon, si vous expliquez que l'apprenti n'a pas le droit de se servir d'un outil tranchant, comment voulez-vous qu'il apprenne son boulot? Donc il y a un vrai pragmatisme à faire entrer dans le code du travail. Et moi, c'est ça qui me paraît vraiment le plus important, la question de l'âge d'entrée dans l'apprentissage, le code du travail. Et puis le reste, à mon avis, ça va suivre. Donc je pense que ce qu'il faudrait, Madame la Présidente, c'est qu'après les travaux, le Sénat porte une belle proposition de loi qui rassemble tout ça, puis qui ouvre un nouveau dialogue pour qu'on puisse remonter en puissance. Puis que, alors pardon de faire juste un clin d'œil politique, quoi. On ne peut pas dire qu'on veut encourager l'apprentissage et puis décider de supprimer les aides aux entreprises qui embauchent des apprentis. Donc il y a aussi ça quand même, parce que tout a ou de les supprimer ou de les diminuer considérablement. Donc tout a un impact. Donc code du travail, dialogue social, et puis les aides aux entreprises qui acceptent d'être des formateurs, parce que c'est compliqué quand même d'être formateur. Voilà moi ma petite contribution, en vous priant d'excuser mon absence à la première partie de cette table ronde. Qui était fort intéressante. Merci. Donc je vais prendre les 2 dernières questions, si vous voulez bien, avant la clôture. Donc Monsieur Bossino et Cremy ensuite. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Un mot peut-être parce que ça n'a pas été abordé ce matin, mais quand on parle d'apprentissage, on a beaucoup parlé de l'apprentissage dans le secteur privé, c'est une bonne chose, mais il y a aussi l'apprentissage possible dans le secteur public. Nous sommes quand même quelques-uns parmi les sénatrices, sénateurs à être aussi des élus locaux, et on a aussi à mettre en relation nos paroles et nos actes. Et donc,
Moi, je le dis, dans la ville dont je suis le maire, nous avons 6 apprentis, avec des jeunes d'un niveau plus faible, et puis des jeunes d'un niveau supérieur en termes de formation. Je dis ça parce que M. Ferracci disait tout à l'heure, il faut plutôt que l'apprentissage s'adresse à des jeunes qui sont dans les plus basses qualifications. Je pense qu'on ne doit pas opposer systématiquement ce type d'apprentissage. Mais je pense qu'il y a aussi des possibilités importantes d'apprentissage dans le secteur public et donc il faut y penser. Je veux réagir aussi, Dominique Vatrin l'a fait, mais je pense que on ne peut pas en sortir avec une opposition éducation nationale, grand Satan, grand responsable de tous les problèmes dans ce pays, et puis des entreprises, monde merveilleux, où tout irait bien, où il n'y aurait pas de souffrance au travail. Alors moi, je n'ai pas besoin de stage en immersion en entreprise. Je dois être un des rares. J'ai travaillé 12 ans à la chaîne, dans une entreprise de construction automobile. Donc je sais de quoi je parle. Quand je parle de l'entreprise. Oui, il y a longtemps, mais j'y ai travaillé. Oui, mais j'y ai travaillé. Bien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir avec cette opposition, cette caricature. On a besoin, effectivement, de faire en sorte de travailler ensemble. Éducation nationale, monde de l'entreprise. Oui, il y a des entreprises où les choses se passent bien, et tant mieux. Mais il y a aussi des entreprises où ça se passe moins bien. C'est la raison pour laquelle... oui, il faut des règles, ces règles qui sont dans le Code du travail. Alors, il n'y a pas de tabou sur le Code du travail. Oui, il y a des choses qui ont évolué. Il faut regarder comment on fait aussi évoluer les règles qui sont contenues dans le Code du travail. Il n'y a pas de tabou. Oui, il faut l'ouvrir, il faut le revisiter au regard de ce qui se passe réellement dans le pays. Mais aujourd'hui, ça fait quelque temps, le Code du travail serait responsable de tout, du chômage, là, de la baisse de l'apprentissage. Il y a quelque temps, c'était autre chose. Bon, aujourd'hui, c'est le Code du travail. Mais je pense que si on doit le revisiter, pour mieux prendre en compte, y compris la situation des apprentis, parce que pourquoi il y a des règles comme celle-là dans le Code du travail concernant l'apprentissage? Parce qu'il y a eu des époques, on me dit c'est révolu, mais il y a eu quand même des époques où les apprentis n'étaient pas forcément très bien traités dans les entreprises. Balayer le garage, balayer le salon, ça existait, non? Ça existait. Alors on nous dit ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Enfin bon, moi je veux le voir pour le croire. Je veux le voir pour le croire. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut réviser les règles. Mais en même temps, ces règles doivent exister. Alors, dernier mot sur la taxe d'apprentissage. Je pense aussi que, c'est M. Griset qui le disait, et le délégué général de l'association des apprentis le rappelait, je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue, parce que moi, j'ai vu des entreprises autour de chez moi qui... avaient pris pour habitude de verser leur taxe d'apprentissage à des établissements, pas forcément publics, privés, confessionnels, dont on peut se demander effectivement quel était leur rapport avec l'apprentissage. Bon, il faut aussi se dire les choses. Donc, oui, la taxe d'apprentissage doit revenir à l'apprentissage, ça fait aucun doute, et pour ça, il y a besoin certainement de changer les choses. Merci. Donc, Daniel Gremillière, rapidement, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord, je pense que cette matinée est très intéressante. Je ferai trois remarques et une question. Première remarque, je pense qu'on ferait déjà beaucoup de progrès si on réussissait le parcours scolaire primaire. Et y avoir des jeunes qui, effectivement, sortant du primaire, savent lire et écrire. Si j'en parle en connaissance de cause, parce qu'on est quelques-uns ici quand même encore à être baignés dans la vie professionnelle, et moi aussi, j'ai des apprentis. La deuxième remarque, quand vous signez un contrat, vous avez plus d'interdits que de positifs. C'est pas très stimulant quand même, pour celui qui signe le contrat, comme pour le jeune. Et je ne parle pas des familles. Donc, je pense que
il faut redonner une autre dimension dans l'acte qui lie l'entreprise avec un jeune et un établissement. Troisième remarque, le lien avec l'entreprise. Je partage ce qu'a dit Alain Joyandet tout à l'heure, j'irai plus loin que lui. Parce que là, si on veut réussir, une entreprise, ça vit. Et ce n'est pas de l'immersion qu'il faut. C'est qu'en permanence, la personne qui est chargée de suivre les apprentis avec l'entreprise ne soit pas là pour suivre le dossier administratif. Ce n'est pas ça qu'attend l'entreprise. Mais que la personne, l'enseignant, soit au cœur de ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, de l'évolution technologique, des exigences du marché, etc. Ça ne se limite pas au dossier administratif. Et de s'assurer que les interdits sont bien respectés dans l'entreprise qui l'emploie. Et dernière suggestion, parce que j'ai été très intéressé par l'intervention de Morgane Marietti, je pose la question, est-ce qu'il existe au niveau régional, départemental, le pendant de votre expression nationale? Pourquoi je pose la question là? Étant paysan, on a mis en place au niveau des jeunes, on s'est dit que pour parler aux jeunes, il n'y avait rien de mieux que les jeunes, et notamment les jeunes agriculteurs ou agricultrices. Et je pense qu'il serait assez judicieux que ce que vous représentez puisse être démultiplié au niveau des territoires pour que des jeunes apprentis, eux, puissent aller parler aux jeunes et aux parents de ce qu'est l'apprentissage. Et je terminerai sur un point, sur l'éclairage. Non, mais j'ai fini. Elisabeth, rassure-toi. C'est que vous savez, on a quand même pas mal compliqué les choses dans notre pays. Je pense aux jobs d'été. Les jobs d'été qui étaient souvent une découverte et une immersion, pas de 8 jours, pas de 3 jours, mais d'1 mois. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés, voire l'impossibilité, de prendre des jeunes qui pourraient découvrir le monde du travail, le monde de l'entreprise, et par là, de conséquence, pouvoir se dire, mais tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Il y a aussi un toilettage à faire pour redonner la capacité aux entreprises, sans qu'on les traite d'exploiteurs ou de je ne sais pas quoi, mais de donner la possibilité aux jeunes de redécouvrir l'entreprise. Merci. Alors j'ai une ultime question de Jérôme Durin, qui est aussi membre de la délégation. Et ensuite, merci Madame la Présidente. Très rapidement, je faisais partie avec quelques autres sénateurs de la délégation qui s'est rendue en Allemagne et en Autriche pour travailler sur le modèle germanique et ce qu'on pouvait en tirer dans notre propre réflexion sur l'apprentissage. Moi, je veux en dire un mot de ce qui m'a marqué, j'étais avec Michel Forissier notamment, c'est la culture collective autour de l'apprentissage. Alors, on a parlé tout à l'heure de culture de travail, on a parlé de connaissance de l'entreprise, mais ce système qui est très centralisé, très piloté au niveau national, avec un dialogue social entre le patronat et les représentants des salariés, qui fixe des référentiels et qui ensuite se décline sur le territoire de manière très naturelle sur le terrain, c'est déterminant. Donc, il y a un pilotage qui est extrêmement solide, il y a une déclinaison territoriale qui est très bien organisée, et puis il y a une culture de l'apprentissage qui est très naturelle et qui n'est pas connotée. Et je pense que si on arrive à travailler sur ce sujet-là, sur la connotation sociale de l'apprentissage, cette voie naturelle d'accès à l'emploi, d'accès à la qualification, d'accès à l'entreprise, on aura fait un bon travail, me semble-t-il. Et je pense qu'il vaut mieux éviter d'abord de travailler sur le code du travail et les aides aux entreprises. On va déjà parler de l'apprentissage et s'en tenir à l'apprentissage, ça peut suffire. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vous nous accordez quelques minutes pour les réponses ? Alors, je crois que Morgane Marietti souhaitait répondre et a été interpellée sur 1 ou 2 questions. Oui, merci. Je suis désolé, Monsieur le Président, de prendre un peu de votre temps. Je vais répondre sur les ruptures de contrat. Alors, c'est vrai que je pourrais prendre une demi-heure, 3/4 d'heure sur ce sujet-là. Je vais essayer d'être ultra concis. Pas aujourd'hui, mais en fait, c'est la seule collectivité territoriale qui s'est pensée sur le sujet et qui a vraiment fait un travail de fond, c'est la région Île-de-France. Elle a travaillé pendant 2 ans sur ce sujet-là en sortant les vraies raisons de rupture de contrat pour ensuite, après, déployer un vrai système qualité pour lutter contre ces ruptures de contrat. Et ce qui vient un système aujourd'hui de 10 000 apprentis accompagnés depuis 5 ans et qui passe de 20% de rupture de contrat sur ces jeunes-là à moins de 5% l'année dernière.
La raison d'une rupture de contrat aujourd'hui en entreprise, en dehors des 5% liés à des problèmes familiaux, des problèmes, on va dire, sociaux, entre guillemets, 95% sont liés aujourd'hui à l'incapacité aux jeunes à court terme de répondre à une mission en entreprise. Ça veut dire, je me suis aujourd'hui, allez, je vous donne un exemple. Je suis dans une, je cherche le mot, dans un salon de coiffure. On me demande de faire une tâche. La tâche, je la fais pas correctement, ce qui fait que à répétition, si je m'améliore pas, je reste à cette tâche-là presque pendant 1 an, voire 2 ans. Et ce qui fait que si derrière le CFA, les formateurs ne sont pas formés à accompagner pour réagir très rapidement à ce que le jeune puisse répondre très rapidement à court terme aux besoins de cette entreprise-là, le jeune se démotive, l'entreprise aussi. Donc soit on peut arriver à un jeune qui finit son contrat pendant 3 ans, avoir rien appris en termes de matières formatrices, ou sinon faire la rupture de contrat. Et la majorité, c'est ce genre de choses. Et vu qu'on a été capable, donc en région Île-de-France, de prendre ce problème, on va dire, à bras-le-corps, on a été capable de mettre une pédagogie qui s'appelle la pédagogie proactive et de lutter contre ça. Et donc le CFA-UTEC met en place ce genre de dispositif et d'autres, ce qui permet aujourd'hui d'éviter les ruptures de contrat, les insatisfactions des jeunes et des entreprises plutôt, et surtout de faire en sorte que le jeune évolue et on a cet équilibre entre l'éducatif et l'économique. Je vous donnerai des éléments et je réponds juste sur l'aspect organisation. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je suis devenu 10 secondes, je fais rapide. On me dit que, tout à l'heure, j'ai lancé un grand débat sur l'éducation nationale. Ça ne fait pas de moi le grand défenseur de l'éducation nationale. Je dis juste qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Je suis aussi chef d'entreprise, j'ai 2 apprentis, je connais le système, je sais comment il fonctionne. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus demander aux apprentis de choisir son camp. À un moment donné, les apprentis doivent être capables aujourd'hui d'être les réconciliateurs des deux mondes. Et ce qui fait que sur l'aspect financier, aujourd'hui, moi je suis incapable aujourd'hui de venir dans votre région, dans votre département, parce que je n'ai pas les financements pour pouvoir mettre en place une représentation des apprentis. Parce que rien aujourd'hui n'existe en France, à part certaines régions, dont la région de France, qui nous reconnaît et qui nous subventionne, de pouvoir aujourd'hui déployer un système de représentation. Les apprentis sont à côté à l'école, à côté en entreprise. En général, si on veut leur créer une représentation, il faut qu'il y ait des salariés, il faut qu'il y ait des gens qui puissent organiser cette représentation. Aujourd'hui, on est capable de le faire en national, on est capable de le faire sur la région Île-de-France, mais si les autres régions, si les entreprises, par la biais de la taxe d'apprentissage, nous aident pas plus, on ne pourra pas faire mieux. Voilà, c'est pour vous répondre. Très bien. Alors, Monsieur Ben Saïd. Oui, je voudrais vraiment trois remarques très rapides. Je constate que M. Marité a cité par 2 fois le CFA-UTEC, je le remercie. Je vais essayer quand même nuancer quelques propos de la jeunesse. Quand on parle des ruptures de contrat d'apprentissage, certes, il met effectivement en valeur le CFA-UTEC et la région Île-de-France, mais quand on regarde, et nous on travaille au niveau national, je dirais que c'est une problématique aujourd'hui qui est prise en compte et depuis plusieurs années par l'ensemble des CFA, et là je parle au nom des CFA consulaires. Je dirais, on entend beaucoup de chiffres, 25%, 30%. Je crois qu'il faut faire très attention à ces chiffres-là. Il y a aujourd'hui des taux de rupture qui sont bien analysés. Bien évidemment, ils sont liés aux problèmes de comportement des jeunes. On n'a pas abordé du tout le lien entre les missions locales et les CFA. C'est un autre débat et qui est important parce qu'aujourd'hui, on voit arriver dans les établissements un certain nombre de jeunes qui ne sont pas encore prêts à l'apprentissage. Donc, il leur faut vraiment un travail d'accompagnement particulier avant qu'ils signent les contrats d'apprentissage. Monsieur, vous avez évoqué qui est au service de qui ? Je ne suis pas là pour parler au nom de l'éducation nationale, mais en tout cas, je peux vous dire que les CFA consulaires, ils sont à la fois au service des entreprises et des jeunes. Monsieur, vous ne souhaitez pas faire une émission d'entreprise et je respecte votre décision. Mais par contre, c'est avec plaisir que je vous invite pour visiter notre CFA. Et pour que vous voyez comment on pratique, comment on travaille. On travaille très bien avec l'éducation nationale, puisqu'on forme au diplôme de l'éducation nationale. Mais ce qu'on en dit aujourd'hui, c'est des réalités de terrain. Quand on vous dit qu'un certain nombre d'offres de formation de l'éducation nationale ne sont pas tout à fait adaptées aux besoins des entreprises, je crois qu'il faut l'entendre et il faudra aller de l'avant pour essayer de répondre au mieux aux entreprises. Et je dirais juste un mot, et je conclus là-dessus, je dirais juste un mot. Les titres certifiés qui sont enregistrés à la Commission nationale de certification professionnelle, ils forment à des niveaux Bac+2, comme les BTS par exemple, qui réussissent parfaitement dans la vie professionnelle et qui correspondent aux attentes des entreprises, mais qui poursuivent aussi, je dirais, des poursuites d'études d'enseignement supérieur dans des licences et des masters.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas opposer cette offre de formation. Il faut qu'on travaille ensemble pour répondre aux besoins des entreprises et de notre jeunesse. Voilà, merci. Je pense que là, on va être d'accord. Monsieur Planchot a un dernier point à aborder avant que nous soyons à la conclusion. Oui, alors je voulais juste rajouter un petit peu étayer le sujet du départ, de la rupture de contrat. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que dans le contrat d'apprentissage comme il est fait, si le jeune le souhaite, 2 mois avant l'examen, il peut faire une rupture de contrat. Et d'office, ça c'est son droit. S'il obtient l'examen, il peut faire une rupture de contrat. On est bien dans une formation qui nous amène à un diplôme et non pas un savoir-faire. Le jeune est prêt à faire une rupture de contrat, même s'il lui reste 2 ou 3 mois à poursuivre, à partir du moment où il a le diplôme. Et je pense que on n'a pas besoin de ça pour motiver nos entreprises. Moi, j'ai un domaine en chocolaterie, je ne prends plus de jeunes parce que ils nous lâchent pour l'été, ils vont gagner sur la côte, faire la saison, etc. Et tout à leur honneur bien sûr, mais s'ils en ont la possibilité, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Je pense que déjà, on n'aurait pas cette possibilité-là, ça serait déjà une des causes pour éviter les ruptures de contrat dont on a évoqué tout à l'heure. Et un dernier point sur les conditions de travail. Alors, je sais que c'est assez redondant. Moi, j'ai un métier, malheureusement, qui est un métier de nuit. Et on a déjà commencé à alléger, mais on n'est pas allé assez loin. Si vous voulez manger votre croissant le matin et former vos jeunes à les faire, malheureusement, il faut être face à la réalité. Ces jeunes-là, on n'en a plus dans nos entreprises parce qu'ils doivent embaucher à 2 h du matin. Et ça, on pourra me dire ce qu'on voudra. Les parents nous disent c'est l'âge, etc. Oui, certes, mais dans ce cas-là, on ne s'oriente pas vers un métier. On ne peut pas parler d'une orientation vers un métier. On va apprendre à des gens des conditions qui ne sont pas les conditions qu'ils ont demain. Donc même si j'arrive à les former dans mon entreprise à partir de 6 h du matin, quoi qu'il en soit, à partir du moment où ils seront sur le marché du travail, je ne pourrai pas les faire embaucher à 2 h du matin ou leur faire travailler le dimanche. Ces gens-là ne sont pas embauchables après. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, malgré qu'il y ait déjà un travail qui a déjà été ébauché par nos instances. Voilà. Très réaliste. Bien, il me reste à remercier chaque intervenant à cette tribune, ainsi que ceux qui ont participé depuis ce matin. C'était vraiment un débat extrêmement riche. Je pense que nous avons en effet, nous, parlementaires, du travail législatif aussi à entreprendre sur le sujet. On a bien compris au propos des uns et des autres à quel point la situation de l'apprentissage était alarmante dans notre pays. Donc je vais laisser tout de suite la parole à notre président Gérard Larcher, qui nous fait l'honneur de clôturer nos travaux. Reste là. Bien, Madame la Présidente de la délégation aux entreprises, Monsieur le Président Griset, que je vois ici, avec qui nous avons travaillé il n'y a pas très longtemps ensemble. Je voudrais saluer l'ensemble des intervenants, vous saluer mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. D'abord, pour l'information des collègues, je voudrais dire qu'il y a 6 apprentis à la présidence du Sénat et que c'est une réalité que j'ai mise en place, développée, qui continuera à se développer dans l'ensemble des services du Sénat. Et j'aurai l'occasion de présenter dans quelques temps un programme à la fois d'apprentissage, mais aussi pour d'autres filières de formation, de stages approfondis. C'est-à-dire que pour nous, culturellement, et j'allais dire pour moi qui ai eu l'honneur d'être ministre en charge notamment de la formation professionnelle des jeunes, je ne considère pas que c'est une voie, certains ont dit royale, moi je dirais républicaine, mais c'est une voie qui nécessite une révolution culturelle que nous n'avons pas encore fait, dont nous parlons toujours et que nous n'avons pas achevé et sur lequel il me semble important, Madame la Présidente, d'avoir organisé cette table ronde. La délégation que vous présidez joue ainsi en concertation avec les commissions compétentes, affaires sociales, affaires économiques, culture, son rôle d'identification des problèmes auxquels sont confrontées à la fois les entreprises et de recherche des solutions de nature à favoriser les créations d'emplois. Le sujet de l'apprentissage est bien connu au Sénat. C'est d'ailleurs Christian Poncelet qui a accueilli au tout début les rencontres de l'apprentissage en partenariat avec l'ensemble des chambres de métiers de ce pays. Mais au-delà de l'apprentissage dans l'artisanat, qui est le socle historique de l'apprentissage, ne l'oublions pas, dans notre pays, le travail des commissions de la délégation
s'attache à le promouvoir dans l'ensemble des secteurs et des entreprises. C'est en partant du constat que non seulement l'apprentissage ne parvient pas à être une filière de formation à part entière, mais en plus, c'est la vérité, que nous plafonnons, nous régressons même en matière d'apprentissage, qu'il me semble légitime que nous nous posions un certain nombre de questions. D'abord, comment continuer à accepter qu'un jeune de notre pays sur 4 soit hors de l'emploi? Comment pouvons-nous continuer à accepter qu'un jeune Français sur 5 quitte notre système scolaire sans diplôme ou sans qualification? Même chiffre que le rapport rendu par Jacques Legendre, devenu notre collègue à Raymond Barre. Nous sommes en 1979 et depuis, nous avons achevé l'unification du collège et massifié le lycée. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la réalité de ces chiffres entre le rapport Legendre à Raymond Barre et la réalité que nous vivons aujourd'hui et qui n'est plus un chiffre discuté par personne, quelle que soit sa sensibilité dans notre pays. Et au moment où on constate que l'apprentissage ne se développe plus, qu'il reste, il faut le dire, encore considéré par les jeunes, par leurs familles et surtout par le regard de la société comme une filière par défaut. J'ai entendu M. Ben Saïd le dire il y a un instant. Je voudrais peut-être revenir, M. Marietti, sur ce que vous avez dit. Je sors de mon texte sur le taux de rupture inquiétant. Personne n'a prononcé que le taux de rupture était aussi la défaillance de l'orientation. Parce que le taux de rupture, c'est la défaillance de l'orientation. Et je voudrais vous raconter une anecdote. Je visitais un centre de formation de la métallurgie quand j'étais ministre, et il y avait une centaine de jeunes, c'était un CFA. Comment êtes-vous venus? Comment êtes-vous venus à faire ce choix? Moins de 5%, mes chers collègues. Ils n'y voyaient pas d'approche politicienne, le sont venus par une orientation prévue. D'autres le sont venus par l'image, par le voisinage, par leurs parents, par leur famille. Et il faut nous poser la question majeure de l'orientation. Il y a aussi, vous évoquiez les missions locales, j'en ai présidé une, la réalité d'un débat sur le pré-apprentissage que nous avons chassé les uns et les autres. Peut-être l'avions-nous fait maladroitement. J'avais porté un texte à cette époque-là. Mais en tous les cas, la question, elle est posée. Parce qu'il y a une capacité ou non à entrer en apprentissage. Il n'y a aucun jeune à laisser sur le bas-côté de la route. Certains ont évoqué les comportements. Ça se travaille, ça se prépare, ça se construit pour éviter de considérer ce qui est inacceptable pour nous. On devrait compter avec une certaine perte en ligne. Et puis, il faut le dire, c'est quand même la liberté de l'apprenti. Parce que la plupart des ruptures, c'est quand même une décision de l'apprenti. Donc, sur ces sujets-là, je crois qu'il faut que nous échangions. Je n'ai pas pu, moi non plus, participer beaucoup ce matin, mais je crois que pour bien connaître messieurs Ferracci et Martineau et avoir travaillé avec eux, pour bien connaître le président Griset, j'ai néanmoins été très intéressé par la partie auquel j'ai pu participer, des témoignages ici à cette tribune et des réponses. Je sais que vous avez, notre collègue vient de l'évoquer, bénéficié du témoignage de Michel Forissier à la suite de la mission d'information de la Commission des affaires sociales sur le système d'apprentissage en Allemagne et en Autriche. Je dois vous dire que j'avais présidé le colloque France-Autriche, le système autrichien, car le système allemand a quelques difficultés dans le recrutement aujourd'hui, et pas simplement démographiques. Je fais allusion à l'actualité. Il y a quelques difficultés. Le système autrichien, comme le système suisse, sont des systèmes qui fonctionnent particulièrement bien. Ils sont d'abord parce qu'il y a un phénomène culturel, et ils ne fonctionnent pas que sur le modèle alémanique, car dans la Suisse francophone, italienne et romanche, vous avez le même regard sur l'apprentissage. Ça n'est donc pas impossible pour des latins d'entrer dans un système d'apprentissage qu'il ne faudrait pas cantonner qu'au principe alémanique. Je le dis clairement,
parce qu'il y a quelques voisins franc-comtois qui pourraient vous raconter comment de l'autre côté de la frontière, par exemple dans l'horlogerie, eh bien, je prends cet exemple parce que, pardonnez-moi, je vous parle concret, je pourrais faire des grands discours. Monsieur Joyandet, de l'autre côté, on est dans des voies cantonales, mais qui ont la particularité d'avoir un ministre fédéral, ce qui n'est pas si fréquent dans la Confédération helvétique. Et donc, c'est à méditer. Je suis favorable au pilotage régional, mais attention à ce qu'à un moment dans la République, nous n'ayons pas des distorsions de chance. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas totalement nous désintéresser de cette affaire, notamment nous, les parlementaires. Alors, mes chers collègues, je voulais vous dire qu'il faut aussi de la stabilité fiscale et réglementaire. Je l'ai vécu puisque, dans le plan de cohésion sociale que j'ai eu l'honneur, à la demande de Jacques Chirac, de mettre en place avec Jean-Louis Borloo, nous étions fixés un objectif apprentissage. Malheureusement, la crise est venue casser ce qui avait démarré. Mais nous voyons bien, et je l'ai dit à François Rebsamen il n'y a pas si longtemps, quand il avait cette responsabilité, l'année 2012 a été terrible comme effet d'annonce. Vous le savez tous, mes chers collègues. Quand vous changez les règles, eh bien, vous envoyez un signal négatif et vous brisez le socle historique de l'apprentissage. Mais aussi, quand on fait des normes, j'en ai fait, y compris sur certaines obligations, vous brisez aussi, quelque part, une appétence pour la formation par alternance. Alors, je souhaite dégager quelques pistes et je reviens à mon mot de révolution culturelle et de stabilité. Ce n'est pas antinomique. Je ne pense pas que ce soit en mettant plus d'argent public, je vous le dis, car proportionnellement, nous en mettons plus que les Autrichiens, que les Allemands et que les Suisses. Et pardonnez-moi, nous avons le même chiffre d'apprentis en Autriche et en France. Regardez les différences de population. Ça veut dire qu'il y a une question qui n'est pas toujours plus d'argent. Mais la question, c'est un problème de rationalité, d'efficacité et de reconnaissance. J'ai bien entendu le débat. Moi, je pense qu'il faut placer les branches professionnelles et les entreprises au cœur du dispositif. Cela signifie leur donner la main, mais on peut en débattre sur le contenu des formations et des référentiels. Cela peut avoir pour conséquence à la fois de diminuer le temps de formation par rapport au temps de travail, mais aussi peut-être d'étendre le temps global de l'apprentissage, qui est aussi une question. En tout cas, sur ce sujet, il faut accepter des différences selon la nature des formations et ne pas plaquer des dispositifs préconçus sur des situations différentes. Nous sommes dans un monde économique qui change, qui évolue. Les métiers d'hier, les métiers de demain, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et Daniel Grémillet le sait bien, y compris dans le domaine agricole. Les métiers d'hier et les métiers de demain ne sont pas tout à fait les mêmes. Cela doit nous amener à mettre progressivement fin au dualisme entre apprentissage et enseignement professionnel scolaire. Le sujet pour moi, ce n'est pas de mettre dehors l'éducation nationale, qu'on le comprenne bien. C'est de faire en sorte que les entreprises et les branches puissent être pilotes. Il faut aussi que chacun s'ouvre sur l'autre et que le monde de l'éducation continue à s'ouvrir sur l'entreprise. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Le témoignage qui a été donné tout à l'heure, c'est aussi la vérité. Même si nous avons, je le vis à Rambouillet, des ouvertures totalement exceptionnelles de lycées sur le monde de l'entreprise. Mais je crois qu'il est important que nous placions les branches, les entreprises, au centre du dispositif. M. Planchot a expliqué dans les référentiels la réalité de son métier ou de ses métiers. C'est aussi le cas pour un certain nombre d'apprentis qui travaillent avec nous ici. Cela me conduit également à m'interroger sur la refonte du pilotage de l'apprentissage. Ressort des régions, non seulement des CFA, mais aussi des lycées professionnels. Or, nous n'avons pas été tout à fait au bout, mes chers collègues. Je ne vois pas comment on n'échappera pas au pilotage régional. Dans un rapport à Nicolas Sarkozy, à la suite d'Alain Joyandet, j'avais écrit
parce qu'il y avait une tentation de renationaliser la formation professionnelle, y compris la formation par alternance initiale. Je sentais que l'état, de décentralisation, de déconcentration était tel qu'il n'était extrêmement difficile, un jacobin comme moi pouvait l'admettre, de reconcentrer au niveau de l'État. Et donc, j'ai choisi la piste régionale, ce qui n'était pas d'ailleurs dans la commande, mais j'ai l'habitude de livrer ce que je pense, c'est pas de ce qui me commandait toujours, quand au bout d'un certain temps, je m'aperçois que... Mais je pense que les lycées n'échappent pas à cette dimension. Enfin, il faut avoir un cadre juridique, un cadre du travail qui soit engageant pour l'entreprise, mais qui prenne aussi en compte le fait qu'un apprenti doit être considéré comme un apprenant, puis comme un salarié, et bénéficier d'un certain nombre d'équilibres. Je pense qu'on peut jouer gagnant-gagnant, mais il faut le dire, mes chers amis, si nous restons les uns et les autres dans nos attitudes antérieures, si nous n'évoluons pas, si nous ne faisons pas le pari de la confiance à l'entreprise, chacun connaît ma sensibilité, on ne va pas réussir à retrouver ni la croissance, ni le chemin de l'apprentissage. Et je pense que c'est au cœur, c'est même pas un débat gauche-centre-droite, c'est un moment. Nous le voyons bien, nous ne décollons pas. Et nous ne décollons pas dans le domaine de l'apprentissage. Nous avons encore 140 000 jeunes qui sortent du système. Le premier constat sur les inscriptions à la rentrée universitaire pourrait réjouir à plus 65 000, mais extrêmement inquiétant dans les filières qui sont choisies. Parce que la moitié des filières qui sont choisies ne conduisent à rien ou à peu de choses. Et je pense que nous, représentation nationale, nous devons avoir la force, dans notre diversité, à briser un certain nombre de mots que nos compatriotes ne croient plus. Et comme ils ne croient plus les politiques, ils s'orientent vers d'autres choix. Et ça, c'est un vrai sujet pour chacune et chacun d'entre nous. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis des jeunes, qui est une responsabilité majeure. Sur l'apprentissage, il faudra sans doute un peu casser le vase de Soissons, parce que sinon, nous répéterons un modèle qui, dans 20 ans, n'existera plus. Regardez l'évolution, y compris du commerce, cher président Griset, nous en avons parlé il y a peu. Et l'évolution de la société, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de règles. Moi, je partage totalement la conclusion du Conseil constitutionnel sur certaines formes d'absence de règles. Mais je vous le dis très clairement, si on ne change pas, et je voudrais remercier Elisabeth Lamure et toute la délégation, parce qu'au fond, la délégation peut se permettre ce que parfois une commission ne peut pas faire, c'est-à-dire d'explorer des pistes et des voies où on n'est pas obligé d'avoir une forme, pas de conformisme, mais de conformité, parce que ainsi vont les choses, et je crois que vous en montrez ce matin l'exemple. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu suivre cette grande table ronde sur la relance de l'apprentissage en France. Vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsena.fr. Et nous, on se retrouve bien sûr cet après-midi pour notre nouveau grand rendez-vous d'actualité politique et parlementaire. C'est Sénat 360.